qui monstre. Regardez-la. Allez, je te laisse y aller, hein. Comment ça va YouTube? Et oui, comme vous le voyez, Mocha est enfin arrivé à la maison. Et je suis trop content. On va pouvoir faire des OP, vos loulous. Les pires morts! Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des morts les plus éclatés de l'histoire. Le concept où je vous raconte l'histoire des gens qui sont morts de manière un peu conne pour les classer finalement dans une tier list. Et vous verrez que dans cet épisode, il y a énormément de français. Je sais pas pourquoi. En fait, au début, j'ai hésité à faire une édition spéciale française. Bref, ceci étant dit, moins de blabla, plus de morts, c'est parti! Philibert Asper. Alors pour la petite histoire, cette mort-là, c'est une pote à moi qui me l'a raconté un soir au resto, et franchement, j'étais pas prêt. Déjà, bienvenue Dans les catacombes. Alors petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, les catacombes, c'est des kilomètres de galeries sous Paris, des anciennes carrières ont été transformées en ossuaires au XVIIIe siècle. L'idée à l'époque, c'était de stocker les ossements des cimetières parisiens qui débordaient pour gagner de la place ou bonus de se protéger d'attaques comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment l'ambiance. Maintenant les catacombes, c'est plus une attraction touristique où officiellement, on peut visiter une petite partie ouverte au public, bien éclairée, bien sage, avec le guide qui te raconte la même anecdote 15 fois par jour. Sauf qu'officieusement, et les vrais savent, il y a tout un réseau fermé au public où les cataphiles, ceux qui explorent les catacombes, s'amusent à se balader, organiser des soirées ou encore faire un urbex histoire de se faire un max de frissons. En même temps, faut se l'avouer, même si je suis jamais allé, quand tu regardes les vidéos YouTube sur le sujet, ça donne quand même envie d'y aller pour jeter un coup d'œil. Et c'est là que je dois vous parler de l'un des premiers cataphiles ever, Philibert Asper. Donc pour vous donner le contexte, on est en 1793 en pleine Révolution française. Et à ce moment-là, Philibert, il bosse en tant que portier à l'abbaye du Val-de-Grâce. Sauf que la Révolution française battant son plein, l'abbaye a été prise d'assaut. Et les moines se sont fait têche, et Philibert compris. Sauf qu'en tant que portier, notre cher ami avait entendu parler d'un trésor caché. En effet, ça faisait maintenant depuis des années qu'une rumeur circulait qui disait que les Chartreux, ces moines spécialistes du bon vin, avaient caché leurs précieuses réserves sous le jardin du Luxembourg, juste à côté de l'abbaye. Et attention, là on se parle pas d'une bouteille de villageoise, la Chartreuse, c'est quelque chose. Genre tu la bois, t'oublies que c'est la Révolution. Et c'est donc avec l'envie de découvrir cette réserve que Philibert attrape sa lanterne, ses clés et descend dans les catacombes. Il est bien décidé à mettre la main sur ce pactole, et spoiler, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Bah oui, en même temps, les catacombes c'est pas Carrefour City. Je vous rappelle que c'est quand même des kilomètres de galeries sombres et humides où toutes les galeries se ressemblent. Et du coup, Philibert, en cherchant la réserve des Chartreux, il s'est perdu. Complètement perdu. Il erre alors pendant des heures, voire des jours à chercher une sortie, sauf qu'au bout d'un moment, l'inévitable arrive. Sa lanterne s'éteint, Philibert se retrouve complètement plongé dans le noir, incapable de retrouver son chemin, et il finira par mourir de faim et de soif. Mais vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que personne n'avait capté sa disparition. En même temps, en pleine Révolution française, t'avais autre chose à foutre que de chercher un portier disparu. Et ce n'est que 10 ans plus tard que des cataphiles qui étaient venus cartographier les lieux tombent sur son corps à 50 mètres d'une sortie. Ah putain, c'est dommage, hein. Alors les gars, si ça peut vous rassurer, il y a quand même une happy ending dans tout ça. C'est que du coup, Philibert, il a été enterré sur place. Et aujourd'hui, sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour tous les cataphiles qui le considèrent comme leur saint patron. Et chaque 3 novembre, ils célèbrent sa disparition parce que oui, Philibert, de toute l'histoire de la France, a été la seule personne à être mort dans les catacombes. Pas mal, c'est un flex, c'est un flex. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la tier list. Philibert, c'est pas facile. Parce qu'en vrai, se perdre dans un labyrinthe, c'est un truc qui pourrait tous nous arriver. Le souci que j'ai avec lui, c'est qu'on se parle quand même d'un mec qui, pendant que ses potes de l'abbaye sont en train de se faire marave par les révolutionnaires, lui, son premier réflexe, ça a quand même été d'aller chercher du vin. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour essayer de le revendre. Et donc, du coup, en fait, il est mort à cause de l'appât du gain. Et ça, on peut lui reprocher. Ce qui fait que Philibert, je pense qu'on peut le caler en aurait pu vivre aussi moins con. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est la bonne place. Ça lui apprendra. Allez, maintenant qu'il est classé, passons à la prochaine mort. Les voleurs de données. Parce que oui, ils ont été tués par notre sponsor d'aujourd'hui, NordVPN. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? En effet, les amis, NordVPN chiffre entièrement vos données personnelles ainsi que votre activité en ligne, ce qui fait que vous pouvez surfer sur Internet en toute sécurité, et ce, n'importe quand. Puisque même lorsque le VPN n'est pas activé, la protection anti-menace, une fonctionnalité intégrée, continue d'agir. Elle bloque les téléchargements de fichiers ou de logiciels malveillants, ainsi que les sites de phishing ou encore les fausses boutiques en ligne qui essayent de vous arnaquer. Et ça les fait vraiment chier les voleurs de données. Et vous savez ce qui régale encore plus? C'est qu'avec NordVPN, vous pourrez avoir accès à tout le contenu au monde sur les plateformes de streaming, car ils vous permettent de contourner les géorestrictions. Par exemple, grâce à ça, ça m'est arrivé plein de fois de me régaler devant des séries, des animés, des films qui étaient dispo à l'étranger, alors qu'en France,
c'était pas possible. Et ça, c'est un grand oui. Alors vous aussi n'attendez plus, checkez le lien en description pour profiter de ces avantages. Surtout qu'en ce moment, pour un abonnement de 2 ans, NordVPN vous offre 4 mois supplémentaires, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois, satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours avec une assistance client disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et paf, plus de voleurs de données. Allez les gars, tier list time. Mort en héros. Parce que certes, c'est des mauvais bougres, et sans eux, on n'aurait jamais connu NordVPN. Ah là, c'est de la grande hashtagade. Ah non, là, c'est de la grande hashtagade. Bon, merci NordVPN pour la confiance. Prochaine victime. Prochaine victime. Franz Reichelt. Encore un Français. Décidément, ce pays, je sais pas ce que c'est, mais c'est le terrain du jeu des débiles. Bon alors, pour celle-là, les amis, on est en 1912 à Paris. Et Franz Reichelt, c'était un tailleur qui était plutôt doué dans ce qu'il faisait. Sauf que problème, il avait un rêve, et c'était celui de révolutionner l'aviation. Ambitieux. Et en fait, un jour, alors qu'il est posé dans son atelier, il se dit les avions, c'est cool. Mais si on pouvait sauter de l'avion et atterrir tranquillement, ce serait encore plus cool, non? Et c'est comme ça qu'il s'est mis en tête l'idée de créer le parachute. Alors attention, pas n'importe quel parachute, parce que j'ai vérifié, en 1912, le parachute tel qu'on le connaît, il existe déjà. En fait, Franz, ce que lui voulait, c'était apporter son twist de tailleur. En fait, plutôt que d'avoir un gros sac de parachute dans le coffre de l'avion, lui, ce qu'il voulait, c'était de créer une sorte de manteau parachute intégré au pilote. Ça aurait été une combinaison que les pilotes porteraient par défaut, qui fait qu'en cas d'urgence, plus besoin de perdre du temps pour aller chercher le parachute, puisqu'il est directement sur toi. Et Franz se penche alors sur un prototype que voici. Ouais, pas ouf. Pas ouf. Bon, attendez les gars, avant de vous moquer, en vrai, quand tu regardes le design, c'est pas si con que ça. Parce que l'inspiration, elle vient directement de la chauve-souris. Si ça marche dans la nature, pourquoi pas là? Le problème, c'est que le design du truc, ça nous parle pas, on s'en fout. Mais les tests techniques, ça, on peut pas s'en foutre. Et c'est là tout le problème du prototype de Franz. Tous les mannequins équipés de la combinaison parachute de Franz, c'était casser la gueule. Et forcément, personne n'est convaincu. Ce qui fait qu'au bout de quelques temps, les potes de Franz, ils commencent à lui dire « Franz, c'est bien gentil, mais... ton idée, c'est de la merde. » Et comme tout inventeur responsable, Franz, il va alors retravailler son modèle et pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que Franz, il a été tellement piqué dans son ego qu'il s'est dit « Ah ouais, les gens, ils veulent pas me croire? Tu sais quoi? Je vais sauter avec ma combinaison moi-même. » Et devinez où est-ce qu'il a décidé de faire ça? Sur la tour Eiffel. Ah tant qu'à prouver quelque chose, autant y aller à fond, Et donc, le 4 février 1912, Franz monte sur la tour Eiffel, équipé de sa combinaison parachute sur le dos, devant un public venu assister au spectacle. Les gens, ils le regardent en mode « Attends, mais il va vraiment sauter ?» Mais lui, il est confiant. Il grimpe alors sur la rambarde, ajuste sa cape, fait un dernier salut au public et... sélection naturelle. Sélection naturelle. Prochaine victime. Un gars en Alaska. Alors oui, pour celle-là, j'ai pas de nom. Mais vu le nombre de fois où je suis tombé sur cette histoire sur différents sites... je pense qu'elle est vraie. Je vous préviens, elle est simple et efficace. En gros, c'est l'histoire d'un gars en Alaska qui s'ennuyait sur la banquise pendant qu'il pêchait et qui s'est dit et si je balançais un bâton de dynamite sur la banquise juste pour voir ce que ça fait quand ça explose? Et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est que son chien, il était à côté. Et le toutou, il était tellement bien dressé qu'il a joué à va chercher. Donc il a ramené le bâton. Kaboum. Ah je vous avais prévenu, simple et efficace. Bon, tier list. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant le fait qu'il soit mort comme un débile, mais plutôt le fait qu'il ait emporté son chien avec lui. Ce qui fait que c'est très dur de lui donner une autre place en dehors de sélection naturelle. Allez, on va être d'accord pour le mettre là. Prochaine victime. Prochaine victime. Sigurd le Puissant. Alors, Sigurd le Puissant, les gars, c'était un viking qui a vécu au 9e siècle, et c'est très simple. C'était Olaf IRL le mec. Un vrai bourrin zéro chill, prêt à tout écraser sur son passage et qui passait son temps à conquérir des îles et à casser des bouches. Bref, un chic type. En même temps, son surnom c'est le Puissant, il va pas faire du tricot. Et justement, lors d'une de ces batailles, il va se retrouver face à un dirigeant écossais du nom de Maelbridge, a.k.a. la dent crochue. Et les gars, voici le tableau. La bataille se déroule sur un champ humide des Orcades en Écosse, sous un ciel grisâtre. D'un côté, on a Sigurd et ses hommes en surnombre. De l'autre, Maelbridge et ses guerriers, stoïques malgré une évidence frappante, ils vont se faire défoncer. Soudain, Sigurd lance l'assaut. Le combat est brutal, sanglant, mais rapide. Les Vikings ravagent tout sur leur passage, tandis que Maelbridge, au milieu de la mêlée, se bat avec la rage d'un condamné. Mais alors qu'il se démène du mieux qu'il peut, l'inévitable arrive. Sigurd fonce sur Mael, le désarme et le décapite. Notre viking l'emporte sur l'écossais et très fier de sa victoire, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'accrocher la tête de son adversaire à la selle de son cheval, en mode petit souvenir de guerre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que même mort,
Maelbrich n'avait pas dit son dernier mot. Vous vous rappelez de son surnom? La dent crochue? Eh bah c'était pas pour rien, c'était parce qu'en fait Maelbrich, il avait une chicot de traviole. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cheval de Sigurd, pendant qu'il trottait, bah la tête de Maël, en fait, elle se balançait un peu de gauche à droite. Et cette fameuse dent, bah elle a griffé la jambe de Sigurd, et il est mort d'infection. C'est une belle mort de merde quand même. Hein. Bon, niveau classement, en fait je vais vous dire, c'est dur d'éprouver de la compassion pour un mec qui était juste un barbare sanguinaire. Et donc du coup, bah je pense que mon cher Sigurd, tu vas tomber dans la case totalement méritée. Parce qu'on va pas se mentir, le mec est complètement con, tu sais, t'as la tête d'un mec en train de pourrir qui te gratte la jambe, et toi à aucun moment tu dis qu'il y a un truc qui va pas. Donc bon, je pense qu'il est à la bonne place, et franchement... On va pouvoir attaquer la dernière mort. Strasbourg! Alors oui, le titre peut étonner, mais c'est parce qu'en fait, pour cette anecdote, il n'y a pas qu'une seule victime. Mais des dizaines. Vous allez voir la raison, c'est n'importe quoi. Les amis, bienvenue à Strasbourg. Mais attention, pas celle des marchés de Noël et des selfies devant la cathédrale. Non, là je vous parle de Strasbourg. En 1518. Ça veut dire que l'ambiance c'est plutôt rue crade, odeur de sueur et d'égout, et un contexte de survie entre famine et maladie. Bref, bonne ambiance. Et c'est à ce moment-là, les gars, qu'arrive l'événement le plus what the fuck de tout le Moyen-Âge, l'épidémie de danse. En gros, tout commence en plein mois de juillet, où une habitante du coin, Protrophéa, sort dans la rue et se met à danser sans raison. Y a rien de fou en soi, hein, ça se trouve, elle a juste appris une bonne nouvelle. Sauf que, en fait, y a un souci... c'est qu'elle s'arrête pas. Et attention, là je vous parle pas juste de 1 heure ou 2, hein, mais de 4 jours. Non-stop. Ah oui, 4 jours. Pas de pause, pas de dodo. Juste de la kiffance en fait. Là, les voisins, bah ils comprennent pas. Il y en a qui sont choqués, certains qui sont amusés, d'autres flippent. Mais jusque-là, bah rien de grave, parce que finalement, bah, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que là où ça devient marrant, c'est que en tant que bons français, les Strasbourgeois ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un faire la fête sans eux. La première semaine, il y a environ une trentaine de personnes qui se trémoussent sur la place publique. Mais au bout d'un mois, c'est pas moins de 400 personnes qui se joignent à la fête. Bref, c'est une véritable rave party qui se lance à ciel ouvert dans Strasbourg. Les habitants s'amusent, tout le monde kiffe, l'alcool coule à flot et 13 morts. C'est bon. En fait, les gars, le problème, c'est qu'à force de danser sans s'arrêter, bah, y a des habitants qui commençaient à faire des malaises, des crises cardiaques ou encore des AVC à cause de la fatigue et de la foule. Et autant je peux comprendre que dans une fête, ça peut arriver qu'il y ait des accidents, mais au bout de 4-5 morts, tu commences à te poser des questions, non? Mais non, les gens continuent à danser. Alors évidemment, en voyant ça, la ville elle réagit et elle met en place des mesures de sécurité, des interdictions immédiates, des dispersions de la foule et non en fait, parce que pendant un mois, Strasbourg est passé en mode festival. En fait, d'après les médecins de l'époque, si les gens commençaient à danser comme ça sans raison et qu'ils ne s'arrêtaient pas, c'était parce qu'en fait ils avaient le sang trop chaud. Et que pour les refroidir, il fallait les laisser danser jusqu'au bout. Ah bah c'est sûr que morts, ils vont se refroidir. Hein. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les autorités, ils ont installé des salles de danse, ils ont embauché des musiciens, et ils ont laissé la fête suivre son cours. 34 morts. Et c'est ça qui me fume en fait, c'est que à partir de là seulement, miracle, il y a eu un gars dans la ville qui s'est dit peut-être qu'en fait c'était pas une bonne idée. Et donc du coup, ils ont décidé de mettre fin à tout ça, de disperser la foule et tous ceux qui dansaient à l'église. Et c'est comme ça que l'épidémie de danse a fini par s'arrêter. Bravo Strasbourg, il vous aura fallu 40 morts pour capter le délire. Et en fait, vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi cette épidémie elle a eu lieu. Certains parlent d'intoxication alimentaire à cause d'un champignon hallucinogène dans le pain, d'ergot de seigle, qui aurait fait triper tout le monde. D'autres parlent de malédiction, mais in fine, le mystère reste entier. D'ailleurs, même moi je suis assez curieux, j'ai une question, c'est... elle est devenue quoi la meuf qui a lancé tout ça? Parce qu'elle est quand même à l'origine de la danse la plus meurtrière de l'histoire. Ce serait quand même le comble si elle y avait survécu. T'sais. Bon après vu la logique de l'époque, hein, combien même elle aurait survécu que l'église l'aurait retrouvée pour la brûler. Hein. Oh là là! Sorcière! En fait le truc c'est que là on va pas devoir noter qu'une seule mort, mais une quarantaine de morts. Parce que là on se parle quand même de 40 personnes qui n'ont pas été capables d'écouter leur corps au point de mourir. C'est pas rien. Est-ce que c'est vraiment leur faute lorsque la ville est si incompétente qu'au lieu de vous protéger, ils vous tuent en fait? Donc en vrai, ça se joue entre aurait pu vivre 6 mois con ou mérite une deuxième chance. Si on part du principe que c'est les victimes de la ville. Et honnêtement, pour être un chouïa indulgent en fin de vidéo, je pense que je vais leur accorder la case mérite une deuxième chance. Grand prince. Oh, à la classe. Ouais, je suis d'humeur gentille ce soir. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors honnêtement les gars, si je dois donner une mort préférée pour cet épisode, moi je pense que ce serait Philibert Asper. Parce qu'en fait, on tient quand même le seul gars à être jamais mort dans les catacombes, et ça me régale. En plus, le fait de s'imaginer qu'il y a des gens qui font des pèlerinages carrément pour lui rendre hommage, ça me fait délirer. Et vous, quelle a été votre mort préférée dans cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'hab, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Oh pardon, moi aussi je te le dis. Les gars, elle est trop mignonne. Peace.